Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de Mythologie Pokémon. Dans la précédente, on a abordé l'histoire de la création de l'univers, de la planète, ainsi que des diverses créatures qui l'ont fait évoluer. On a également pu voir le rôle des hommes sur Terre, le développement de leur civilisation et les menaces qu'ils ont pu rencontrer. Mais le monde est vaste, et jusqu'à présent, nous ne nous sommes concentrés que sur une partie de l'humanité. Il existe en réalité bien d'autres histoires importantes s'étant déroulées aux quatre coins du globe. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'une d'entre elles. Pour ça, nous allons partir dans une région lointaine. Une région marquée par le feu et la foudre, dont la grandeur n'eut d'égal que son agonie. Il est grand temps pour moi de vous raconter l'histoire d'Unis et celle de Reshiram, Zekrom et Kyurem, les dragons du Tao. Ces trois créatures légendaires, mascottes de la 5e génération, sont étroitement liées à la création d'Unis. Et comme au sein de nombreux trios, elles représentent à la fois l'opposition et la complémentarité. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'équilibre dimensionnel ou biologique, mais plutôt de conflit idéologique. On a d'un côté la réalité, représentée par Reshiram, et de l'autre l'idéal, représenté par Zekrom. Kyurem, quant à lui, représente l'absence de choix et fait la frontière entre ces deux visions opposées. Il faut savoir qu'à l'origine, ces dragons ne formaient qu'un seul et même être, un être à l'énergie pure qui n'ouvrait son cœur qu'aux créatures vertueuses. Cependant, le clivage des hommes a provoqué une scission chez lui, divisant alors son énergie et sa conscience. Je vous raconterai toute cette histoire en détail dans la seconde partie de la vidéo, mais je voulais vous faire part de l'existence de ce dragon originel pour que vous puissiez correctement comprendre ce qu'il va suivre. Reshiram est le plus grand des trois dragons avec ses 3,20 m pour ses 330 kg. Zekrom, son opposé, mesure quant à lui 2,90 m pour 345 kg. Si ces deux Pokémon sont de type dragon feu et dragon électrique, c'est parce que le feu et l'électricité représentent deux puissantes sources d'énergie. C'est une manière de montrer que le dragon originel s'est divisé en deux puissances égales, laissant derrière lui Kyurem, son ex-Yuvie. Ce dernier mesure 3 m pour 325 kg et est quant à lui de type dragon glace, ce qui fait référence à l'absence d'énergie contrastant avec le feu et l'électricité. Leurs noms proviennent de trois mots japonais. Pour Reshiram, on a Shiro, qui signifie blanc, pour Zekrom, on a Kuro, qui signifie noir, et pour Kyurem, on a Kyurei, qui signifie refroidissement rapide. Les suffixes ram, rom et rem ont été ajoutés pour lier le trio. Quant aux préfixes re et ze de Reshiram et Zekrom, Ken Sugimori a expliqué en interview qu'ils ont été choisis pour coller au design des légendaires. Car d'après lui, Reshiram inspire une certaine douceur et Zekrom dégage un aspect féroce. Vous l'avez remarqué, l'opposition entre le noir et le blanc revient en permanence lorsque l'on parle de ces Pokémon. Et comme certains le savent déjà, cette symbolique est empruntée au taoïsme, et plus particulièrement au Taijeto, ou comme on a plutôt tendance à l'appeler chez nous, au yin-yang. Ce symbole représente la dualité de toute chose. Il est l'image des opposés complémentaires qui régissent les lois de l'univers et de la pensée. Chacune de ces parties est égale à l'autre et chacune possède le germe de son opposé. Ce qui renvoie à Reshiram et Zekrom. On sait qu'ils sont des opposés parfaits, aussi bien sur le plan idéologique qu'énergétique. D'ailleurs, le yin-yang est parfois représenté en rouge et bleu, qui correspondent aux couleurs secondaires des dragons. Le rouge pour le feu de Reshiram et le bleu pour l'électricité de Zekrom. Ces couleurs se retrouvent également dans les yeux des légendaires de manière inversée, ce qui symbolise le germe de leur opposé. Maintenant, penchons-nous sur le taoïsme, qui est une doctrine chinoise visant à expliquer l'origine de toute chose. Ici, le but n'est pas de relier les dragons à la création de l'univers, mais plutôt de comprendre leur référence à la division de l'énergie. D'après cette philosophie, l'énergie fondamentale qui anime l'univers et qui relie toutes les choses entre elles s'appelle le Qi. Et alors que dans les premiers instants du cosmos régnait une forme indifférenciée nommée Wuji, s'apparentant au vide absolu, le Qi préexistait sous une autre forme, le Yang Qi, qu'on peut aussi appeler Qi originel. Puis ce Yang Qi s'est polarisé et a donné le Yin et le Yang. Cette polarisation a fondé le Taiji, clé de voûte de l'univers répondant à la dualité du tout. Ici, on peut comparer le Yang Qi, énergie de toute chose, au dragon originel. Quant à la polarisation de cette énergie, elle est comparable à la scission du dragon. Ainsi naquit le Yin, représenté par Zekrom, et le Yang, représenté par Reshiram. Kyurem, quant à lui, s'apparente au Wuji, représentant le vide absolu et l'absence d'énergie. Si ces dragons légendaires représentent la division énergétique, ils représentent également la division idéologique. Et pour vous expliquer ça, on va revenir sur les termes d'idéal et de réalité. L'idéal, c'est l'image d'une perfection qui n'existe que dans l'imaginaire. La réalité, c'est l'image concrète et intrinsèque de ce qui existe. Ces deux termes sont opposés, mais n'ont aucune raison de rentrer en conflit. Pour comprendre le véritable clivage qui en découle, il faut se pencher sur les philosophies qui en sont nées. Ces philosophies sont celles de l'idéalisme et du réalisme, deux visions opposées qui portent des pensées politiques. Pour l'idéaliste, il faut privilégier les idées et suivre un modèle de perfection permettant d'améliorer la société. Pour le réaliste, il faut privilégier les faits et suivre un modèle préétabli afin de cultiver ce qui existe. En gros, chercher la réalité, c'est nourrir un système faillible qui existe, et chercher l'idéal, c'est nourrir un système parfait qui n'existe pas. Et c'est cette opposition qu'on va trouver chez les détenteurs de Reshiram et Zekrom. On retrouve cette dualité dans la politique de notre propre monde. D'ailleurs, certaines notions sont parfaitement opposables, telles que le progressisme contre le conservatisme, ou encore le communisme contre le capitalisme. Aussi, certains termes opposent deux visions, mais de manière plus imagée, comme c'est le cas pour le fameux clivage gauche-droite. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser, ce sont les deux grands partis rivaux des États-Unis, le Parti démocrate
démocrate et le Parti républicain. Parce que si Unis est inspiré de ce pays, la création de Réchiram et Zekrom peut renvoyer à l'histoire de ces partis. Les républicains, représentés par la couleur rouge, ont tendance à être fiscalement et socialement conservateurs, ce qui se rapproche du réalisme. A l'inverse, les démocrates, qui sont représentés par la couleur bleue, sont majoritairement progressistes sur les questions économiques et sociales, ce qui se rapproche de l'idéalisme. Toutefois, il y a des années de ça, ces deux partis n'en formaient qu'un, celui qu'on appelle aujourd'hui le Parti républicain démocrate. Il a été fondé en 1792 et a connu une scission en 1825 à cause de désaccords en interne. Les majeures figures du parti étaient John Quincy Adams du côté républicain et Andrew Jackson du côté démocrate. Deux hommes qui se sont opposés aux élections présidentielles à 2 reprises et qui ont été élus chacun leur tour. Voilà donc grossièrement comment les deux grands partis politiques des États-Unis sont nés. Passons maintenant à la seconde partie de la vidéo qui va parler de l'histoire du Nice et des dragons du Tao. Entre l'ascension et la chute du pays, ainsi que la découverte du dragon originel et la division de sa puissance, on a beaucoup de choses à traiter. Premièrement, il faut situer cette histoire dans le temps. Et pour ça, on va se servir des informations trouvables dans les premières constructions du Nice. En l'occurrence, les ruines des abysses. Ces ruines abritent des reliques vieilles de 3000 ans, qui représentent des pièces, des bijoux, des sculptures, et surtout, une couronne. Et avec ce peu d'informations, on peut déjà faire 2 déductions. La première, c'est qu'à cette époque, les hommes maîtrisaient la métallurgie. La seconde, c'est qu'au même moment, un système monarchique était en place dans le pays. Il y a 3000 ans, Unis était donc dirigé par un roi, et étant donné que ces reliques sont les plus vieilles de la région, on peut supposer que cette civilisation s'est formée relativement tard. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 3000 années ne représentent rien par rapport à l'histoire de l'humanité, puisqu'on sait que les hommes existent depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Cela signifie qu'à l'origine, la terre d'Unis était une terre vide de toute présence humaine, et qu'elle a été découverte tardivement. Mais du coup, quand, pourquoi et comment les hommes sont-ils arrivés dans cette région? Pour pouvoir répondre à ces questions, il va falloir lier les informations des ruines des abysses à l'histoire de la civilisation humaine. Et pour ça, un retour en arrière s'impose. Les premiers hommes à être apparus sur la planète ont été témoins du conflit de Kyogre et Groudon. À cette époque, l'évolution était impossible pour eux puisque leur survie primait sur le reste. C'est lorsque Rayquaza est intervenu pour calmer les 2 titans qu'ils ont pu commencer à s'établir sur Terre sans craindre d'être anéantis. Leur première action a été de construire un golem pour Arceus, afin de le remercier d'avoir mis fin à ce chaos. Et contre toute attente, ce golem s'est animé pour devenir leur gardien. Sa mission était d'accompagner les hommes dans leur évolution, et pour l'aider sur cette tâche, il a formé Regirock, Regice et Registeel à différentes époques. Et ce détail est particulièrement important, parce qu'il permet de diviser l'histoire de la civilisation en 3 périodes. La première correspond à un âge de la pierre, qui a permis aux hommes de découvrir leur environnement et d'évoluer lentement. La seconde correspond à un âge de la glace, qui les a poussés à modifier leur mode de vie pour pouvoir faire face aux changements climatiques. Et la troisième correspond à un âge du fer, qui a accéléré leur évolution et les a malheureusement amenés à s'entretuer. Grâce aux ruines des abysses, on peut aisément situer l'histoire du Nice par rapport à ces périodes. D'abord, la présence de reliques nous montre que les hommes savaient travailler le fer. Ensuite, l'engloutissement des ruines témoigne de l'augmentation du niveau de la mer. On peut donc en conclure que cette histoire s'est déroulée à la fin de l'âge de la glace et au début de l'âge du fer. Les hommes seraient donc arrivés durant la période glaciaire, et ça a particulièrement du sens. Durant cette période, la survie a repris le pas sur l'évolution, et a poussé les humains à migrer vers de nouvelles terres et à se disperser à travers le monde. Et s'ils ont pu atteindre Unis, ainsi que d'autres régions inaccessibles jusqu'ici, c'est justement grâce à cette glaciation, car elle a fait baisser le niveau des eaux et apparaître des chemins de terre et de glace. Les hommes ont donc pour la première fois posé les pieds dans cette région il y a plus de 3000 ans. Ces terres sauvages ne portaient pas encore le nom d'Unis, mais il s'en dégageait déjà une aura bien particulière. Une sorte d'énergie primitive flottant dans les airs que seuls quelques élus pouvaient ressentir. Cette énergie était à la fois effrayante et fascinante. Elle semblait émaner d'un être extrêmement puissant, capable du meilleur comme du pire. Mais ça n'a pas empêché les hommes de s'installer et de faire grandir leur civilisation. Ces terres nouvelles étaient vouées à devenir les leurs et rien ne semblait pouvoir stopper leur ascension. Pourtant, un beau jour, ils furent confrontés à un problème de taille. C'est à force d'exploration qu'ils finirent par trouver l'origine de l'énergie mystérieuse. Elle provenait d'un dragon, qui ne semblait ni hostile ni amical, mais dont l'aura laissait entrevoir une immense puissance. Pas de doute, il était le véritable maître de ces terres. Et sa présence allait grandement entraver leur expansion. Car s'il était actuellement pacifique, rien ne laissait présager de son attitude dans le futur. C'est ainsi que l'inquiétude s'installa, amenant diverses réactions chez les hommes. Certains voulaient cohabiter avec le dragon, alors que d'autres exigeaient son élimination. Seulement, l'idée de le tuer pouvait se révéler fatale, car si leur tentative devait se solder par un échec, sa contre-attaque leur serait mortelle. Les discussions s'éternisaient et le débat n'avançait pas. Les hommes semblaient être extrêmement perturbés par cet obstacle et en arrivaient presque à se battre. Mais un jour, l'un d'entre eux fit basculer la situation, en proposant une solution que personne n'avait encore envisagée. Celle d'allier le dragon au peuple d'Unis. Cet homme, qui était très proche de la nature, avait un don inconsidéré. Il avait le pouvoir de communiquer avec tout être vivant. Et étant très sensible à l'énergie du dragon, il savait à quel point cette créature était dangereuse. Mais il était prêt à mettre sa vie en péril pour pouvoir préserver la paix.
Il partit alors à sa rencontre et cet événement marqua un tournant dans l'histoire d'Unis. Alors que beaucoup doutaient de sa réussite, l'homme revint accompagné du dragon. Il avait gagné la faveur de la créature et s'était lié à elle. Cet accomplissement lui valut un immense respect. Lui qui n'était jusqu'ici qu'un anonyme fut dès lors considéré comme un élu. L'élu dont Unis avait besoin pour trouver la grandeur. C'est ainsi que le peuple lui prêta allégeance et que l'homme fut sacré roi. Il régna pendant de nombreuses années, apportant unification et harmonie. Il était bon et juste et savait maintenir l'ordre tout en écoutant son peuple. De ce fait, le roi était aimé et respecté. Les inscriptions sur les murs des ruines des abysses en témoignent. Le roi est brave. Le roi ne perd jamais espoir. Le roi est plein d'amour. Le roi avait un rêve. Le roi est aventureux. Le roi les accepte tous. Ces 6 lignes sont la preuve de sa bienveillance et de sa volonté d'unification. Mais le plus intéressant se trouve dans la suite. Le roi parle à tous les êtres. Il les sauve tous des vagues. Le roi est l'espoir de tous. Ici, on trouve une référence à son don particulier, mais aussi à un problème majeur qu'a connu Unis, la montée des eaux. Comme je vous l'ai expliqué, les hommes sont arrivés sur le continent à la fin de la période glaciaire. Ils ont alors colonisé le territoire et construit leurs premiers édifices sur les littoraux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces zones allaient être menacées par l'élévation du niveau de la mer. Ce phénomène naturel dû à la fonte des glaces était lent et inévitable, mais il semblerait que le roi d'Unis l'ait stabilisé en exploitant l'énergie du dragon. Du moins pendant un certain temps, car à en croire la situation des ruines des abysses, cette stabilisation a fini par céder. Aucun homme n'est éternel, aussi prestigieux soit-il. C'est ainsi que, dans le plus grand des malheurs, le roi finit par succomber. Un tombeau royal fut alors érigé en son honneur, pour rassembler ses objets précieux et sa mémoire. Puis, une fois les funérailles passées, la question de sa succession fut soulevée. L'ancien roi avait 2 fils jumeaux. Ils étaient aujourd'hui en âge de diriger le pays et avaient reçu par leur sang le don inestimable de leur père. Un de ses fils était alors voué à monter sur le trône et à se lier au dragon. Mais de par leur âge identique, il était impossible de déterminer lequel. Il fut alors décidé de confier la succession aux 2 frères. C'était une solution téméraire, mais le peuple d'Unis avait confiance en eux. Ils étaient les enfants d'un roi honorable et leur union pouvait être un atout exceptionnel. Et ce fut le cas durant le début de leur règne. Les 2 frères, encore touchés par la mort de leur père, s'étaient mis à l'œuvre pour faire prospérer Unis. Ils tenaient à y maintenir la paix et la stabilité et rien ne semblait pouvoir ébranler leur volonté. Sauf peut-être une divergence. Si régner à 2 peut présenter des avantages, cela peut aussi donner lieu à des désaccords. Et le problème des désaccords, c'est qu'ils mènent bien souvent au conflit, surtout lorsqu'ils opposent 2 personnes au même niveau d'autorité. Et c'est ce qu'il s'est malheureusement passé entre les 2 frères. Malgré leur entente et leur volonté commune de poursuivre l'œuvre de leur père, les 2 rois n'avaient absolument pas la même vision de l'avenir. Et il arriva un jour où chacun ressentit le besoin de s'émanciper et de s'opposer fermement aux idées de l'autre. L'un était idéaliste et voulait améliorer Unis. Son but était de faire évoluer le pays, quitte à mettre en péril ses fondations. L'autre était réaliste et voulait préserver Unis. Faire prospérer la richesse de ses terres était la chose la plus importante à ses yeux. La mésentente des 2 frères, qui avait débuté par une simple querelle, s'envenimait avec le temps. Ils perdaient petit à petit le sens de leur devoir et le sens de la raison. Jusqu'au jour où, dans un grand excès de rage, ils finirent par en découdre avec violence. Ce fut le début d'une longue guerre idéologique. Face à cette situation imprévue, le dragon ne savait plus à qui obéir. Lui qui était lié aux 2 hommes les voyait désormais s'entretuer. Ce conflit fratricide le torturait car il devait les soutenir l'un comme l'autre, et il n'avait pas envisagé que ce genre de rivalité puisse naître. C'est alors que dans un désespoir total, il s'envola dans le ciel avant de déchirer son corps dans un cri de souffrance. De ses entrailles sortirent 2 effroyables créatures. Zekrom, le dragon noir nourrissant l'idéal, et Reshiram, le dragon blanc nourrissant la réalité. Le dragon originel avait divisé sa puissance afin de pouvoir offrir son aide à chacun des 2 frères. Et alors que ces créatures nouvelles s'empressaient de rejoindre leur nouveau maître, sa carcasse grisonnante retomba sur le sol avec fracas. Le choc fut tel qu'un cratère fut formé, et de ce cratère sortit une créature désorientée, cherchant à s'abriter pour pouvoir survivre. La légende raconte aujourd'hui qu'elle ne sort que pour se nourrir, chassant humains et Pokémon à la tombée de la nuit. C'est la raison pour laquelle des remparts furent érigés afin de se protéger de sa venue. Cependant, cette créature était bien inoffensive par rapport à Reshiram et Zekrom, car les 2 dragons étaient de véritables armes de destruction, et les confier aux 2 frères enragés était un piège mortel. Mais ce n'était pas dans l'intention du dragon originel, il n'avait fait qu'accomplir la volonté des hommes. Et si le roi père avait décidé d'unifier Unis avec son pouvoir, ses fils malheureusement avaient décidé de se faire la guerre. Ainsi, sous le joug du feu et de la foudre, le pays fut dévasté, et les nombreuses villes et forêts brûlées lui donnaient maintenant l'image d'un enfer. Et c'est après ce terrible constat que les 2 frères finirent par retrouver la raison. Ils comprirent que leur puissance était égale et que leur défaite était totale. Car en plus d'avoir le sang d'innombrables innocents sur les mains, ils avaient détruit l'honneur de leur père.
C'est pourquoi, après avoir déposé les armes, ils scellèrent Reshiram et Zekrom. Leur puissance était trop grande, et personne ne devait pouvoir s'en servir à nouveau. Unis fut reconstruite de leurs mains, mais l'énergie draconique disparut de ces terres. C'est ainsi que l'harmonie et la stabilité du pays furent brisées à tout jamais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui ouvre l'histoire d'Unis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à la partager et à la commenter. Et si vous ne voulez pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse mes réseaux sociaux en description ainsi que mon Tipeee si vous voulez me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!